Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Je suis au deuxième jour de ce... Je ne sais plus comment qualifier cette chose-là. Évidemment, j'ai travaillé très très fort hier pour... Vous ne les voyez pas, mais mon ordinateur est déposé sur l'une des innombrables boîtes en carton, voilà, qui commence à occuper la bibliothèque. Les rayons commencent à se dégarnir. Il y a de la poussière. C'est 20 ans de ma vie que je mets en boîte. Et avant de vous lire un passage tiré de ceci, d'Urebe Kenko, les heures oisives, suivies de Kamo no Shomi, note de ma cabane de moine, eh bien, je me suis couché hier soir assez éreinté, ayant mis en boîte au moins 2000 livres, ce qui représente 10% de cette tâche. Assez monstrueuse, au fond. Et je me faisais la réflexion, pour posséder une telle bibliothèque, il faut être doté d'une énergie hors du commun et d'une curiosité qui, en fait, dépasse l'entendement, d'une curiosité, même aurais-je envie de dire, qui dépasse très largement mes facultés intellectuelles. Alors, cette curiosité-là, je ne pourrais pas faire mienne cette phrase de Marc Aurèle, « Rejette la soif des livres ». Alors moi, cette soif-là, évidemment, je ne l'ai pas rejetée. Et j'avais cette image-là, parce qu'aussi, il faut bien dire que le coût économique d'une telle bibliothèque, bon, je suis propriétaire, nous sommes propriétaires, en fait, moi je me suis porté acquéreur de cet appartement il y a déjà 20 ans, à une époque où l'immobilier n'intéressait absolument personne. Je me souviens qu'on me mettait en garde, on m'expliquait que ce n'était pas un investissement. Aujourd'hui, les mêmes m'expliquent que j'ai fait un bon investissement. Mais d'une manière ou d'une autre, dans mon cas, il n'y avait jamais été question d'investissement. Le but, c'était d'avoir un espace où je n'aurais plus à déménager. D'avoir un espace, c'est une bibliothèque que je voulais, et une chambre, une salle de bain et une cuisine laboratoire. Moi, je voulais habiter dans ma bibliothèque. Je voulais vivre avec mes livres. Il n'était pas question d'investissement, il n'était pas question d'autre chose que ça. Et les années ont passé, ayant fait un très petit emprunt hypothécaire, mes paiements étaient minuscules, vraiment minuscules. J'avais même l'impression parfois de vivre dans un logement subventionné. Mais cette bibliothèque-là, il fallait quand même la chauffer, il fallait quand même l'entretenir. Être propriétaire d'une telle bibliothèque, il faut avoir des moyens monstrueux. Il faut être extrêmement riche. Et vous vous doutez bien, libraire d'occasion, j'aurais presque envie de dire que c'est un métier de crève-la-faim, mais pas loin. Mais par contre, c'est un métier qui apporte tellement de satisfaction, tellement de bonheur. Moi, qui ai d'une curiosité inextinguible sur les livres, et également sur les personnes qui aiment les livres. Et ça, il faut bien le dire, hein. Je sais reconnaître immédiatement qui est un vrai amoureux des livres ou qui aime bien les livres. C'est une sacrée différence entre aimer bien quelque chose et l'aimer vraiment. Quand on aime vraiment, on est possédé par son sujet. On ne fait pas que l'effleurer ou on n'est pas... on est tout entier captif de sa passion. Et je dois dire ici que même dans le monde du livre, c'est une passion qui est rare. Alors, je ne m'y trompe pas. Je reconnais aussi chez mes confrères libraires, certains d'entre eux ont vraiment la passion, mais beaucoup d'entre eux, ils sont contents d'être libraires. Ils ne sont pas possédés par l'amour du livre. C'est correct. Je ne juge pas. Mais, j'ai pas fait ce métier-là, moi, pour être libraire. J'ai fait ce métier-là pour être entouré de livres et être en compagnie de ceux qui les aiment vraiment. Et je peux dire qu'à ma librairie, il n'y a pratiquement que des passionnés. Et il faut les voir, hein, ils poursuivent des réflexions, ils poursuivent des quêtes, ils sont toujours en recherche. Et certains d'entre eux, je le sais, possèdent
d'assez merveilleuses bibliothèques. Entre autres parce que je les ai alimentés, mais aussi parce que je sais qu'ils vont partout. D'ailleurs, là-dessus, je les blâme pas. M'arrive de les croiser, certains d'entre eux, dans des librairies aussi. Ils sont étonnés de me voir. Ben, ceux qui me connaissent pas, parce qu'ils savent que je suis toujours en train de lire des auteurs, je suis toujours sur le mode de la quête. Et là, eh ben, je me dis aussi, pour avoir une telle bibliothèque, il faut être très, très riche et disposer aussi de sa vie comme je le fais. C'est-à-dire, j'ouvre mon atelier librairie. J'ai des discussions comme bon me semble. Il n'y a pas de patron qui me dit quoi faire. C'est sûr, comme je vous dis, je ne vis pas richement, mais je dispose d'une liberté qui vient avec quelques contrariétés. Il faut payer les taxes, il faut payer la location, il faut payer l'électricité, il faut faire des rapports d'impôts. Mais tout ça, c'est rien du tout. Si on regarde le bien-être, le bonheur que cela apporte. Mais pour avoir constitué si minutieusement un tel assemblage, à la fois organique et à la fois industrialisé, parce que les livres sont des objets manufacturés en série. On a cependant un projet, Fabienne et moi, lorsqu'on va être installé dans une nouvelle librairie, qui va être à la fois appartement, musée. On va avoir un studio. Un studio qui va être réservé à nos amis écrivains, nos amis peintres, qui ont envie de sortir de leur univers ordinaire pour venir passer quelques jours dans un studio pour écrire ou réfléchir. On va le mettre à la disposition de nos amis européens aussi. J'ai quelques noms en tête, ils sauront se reconnaître lors de leur prochain séjour à Montréal. Plutôt que d'aller à l'hôtel, ils feront des économies, eh bien, ils pourront... il va y avoir tout dans ce studio-là. Ben, c'est un petit studio, mais il va y avoir toutes les commodités. Lit, douche, poêle, frigidaire, tout ce qu'il faut pour enfin être seul, comme dans une cellule de moine, si on en a envie. Je vais offrir ça aussi à mes amis montréalais, mes amis écrivains montréalais. Et peut-être en échange, en tout cas, de ce truc-là, de cet hébergement-là, créer des livres pauvres. Des livres pauvres, c'est des livres d'artistes. Généralement, c'est une feuille qui est pliée en 2 ou en 4. Un très faible tirage. 6 exemplaires. Et en échange eh bien, Fabienne va illustrer un poème ou un court texte. Et on va se constituer une bibliothèque de livres pauvres dans le but, dans quelques années, de faire une grande exposition de tous les livres pauvres que Fabienne aura illustrés avec nos amis écrivains et nos amis poètes. Un projet qui va se faire de manière, je dirais, légère, de manière désinvolte, qui ne se fera pas sous le signe de la volonté, mais sous le signe de l'imagination. Alors, qu'est-ce que c'est, des heures oisives? Ça, c'est tiré de ma section japonaise. Demain, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous montrer tout de suite pour vous appâter. Hein? Quelque chose qui fait une des choses les plus importantes, un des livres les plus importants de ma bibliothèque. Anthologie de la poésie japonaise contemporaine. Mais la particularité de ce livre-là, c'est qu'il a appartenu à Gérald Godin, le poète et ministre péquiste. On aurait besoin d'un Gérald Godin par les temps qui courent. Alors, parce que Godin avait l'habitude de noter la date et où il avait acheté le livre. Et on y retrouve aussi des notes que je vais vous lire demain. Demain. Là, on va rester avec Urabe Kenko. Livre que j'ai lu. J'avais à cette époque-là, moi aussi, l'habitude de noter la date de lecture. Alors, ce livre-là, je l'ai lu le 6 août 1987. Je l'ai lu à Londres. Et donc, j'avais 26 ans. Et je rêvais d'avoir une cabane de moine remplie de livres. J'ai fini par réaliser ça, si on veut.
Alors, je vais vous lire 2 ou 3 passages que j'ai soulignés. En tout cas, je vais vous en lire un, assurément. On doit affecter l'ignorance et le manque de talent. Un jeune homme d'apparence distinguée, parlant à quelqu'un en présence de son père, fit des citations tirées du Shisho, Chu. Son discours paraissait intelligent, mais j'ai senti qu'il eût mieux valu de ne pas faire montre de tant de savoir devant des supérieurs. Une autre fois, comme on voulait écouter le chant d'un moine virtuose de biwa, on fit apporter un instrument. Un des silets avait été perdu. Le maître de maison commanda aussitôt « Il n'y a qu'à en faire un et le mettre en place. » Parmi les jeunes gens présents, l'un d'eux, de bonne allure, demanda « N'y a-t-il pas quelque part un manche de vieille louche de bois ?» Je jetai un regard sur lui et je m'aperçus qu'il se laissait pousser les ongles comme le ferait un joueur de biwa. Pour le biwa d'un aveugle, était-ce la peine de faire tant d'embarras? J'eus l'impression que ce jeune homme voulait montrer sa science, et ses paroles étaient déplaisantes. On m'a affirmé par ailleurs que le manche d'une louche de bois, qu'on appelle bois pour imono, n'est pas une matière de bonne qualité. Pour un rien, des jeunes gens peuvent faire briller leur talent ou le gâcher. Alors, visiblement, j'ai retenu, je ne sais pas si j'ai retenu la leçon, en fait, mais j'ai annoté ce passage. 26 ans, j'étais encore un jeune Jean. Voilà. Alors, un dernier, tenez. Puis j'ai mis des petites étoiles signifiant par là l'importance que j'accordais à ce passage. Ne vous fiez à rien. Les sots accordant à tout une confiance totale ne trouvent que rancœur et colère. Évitez de vous lier à quelqu'un pour sa puissance. Les forts sont les premiers détruits. Évitez de vous lier à quelqu'un pour sa richesse. Les trésors sont perdus en un instant. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour sa vertu. Gankai, Wenwei, était malheureux. Il ne faut pas compter sur la faveur de votre maître. Vous subirez vite ses violences. Il ne faut pas compter sur ses serviteurs pour leur obéissance. Ils vous abandonneront et ils vous trahiront. Il ne faut pas compter sur la bonté des hommes. Leurs avis ne sont jamais stables. Il ne faut pas compter sur les promesses. Il est rare qu'on tienne parole. N'accordez votre confiance ni à vous-même, ni aux autres. Vous serez content quand tout ira bien, et vous ne vous plaindrez pas quand tout ira mal. Quand on se donne du champ au bout de ses mains, sur la droite et sur la gauche, aucun obstacle pour vous arrêter. Quand on dispose d'un large espace en avant et en arrière, rien ne peut vous bloquer. Par contre, si l'on est étroitement entouré, ce sera l'étouffement et la destruction. Lorsque l'activité de l'esprit est soumise à une contrainte ou à une censure rigide, il n'y a plus que choc, querelle et ruine. L'homme tolérant et souple ne court aucun risque, pas même d'un cheveu. L'homme est l'âme de l'univers et l'univers est infini. N'est-il pas vrai que la nature de l'homme ne se différencie pas de celle de l'univers? Que l'homme garde en son âme générosité et liberté, et il ne sera troublé ni par les joies ni par les colères, il supprimera à jamais le poids des choses. Alors les heures oisives et les notes de ma cabane de moine constituent avec les notes de chevet de chez Shonagon les 3 chefs-d'œuvre de l'essai japonais. Urabe Kenko est ici traduit par un groupe de traducteurs. Le moine Urabe Kenko est mort en 1350 après avoir servi à la cour comme officier subalterne. Personne au Japon ne peut parler de Kenko
sans évoquer Montaigne. Cet ascète, dis-je, connut l'amour. Ce moine est fort peu indulgent au bouddhisme conventionnel. Ce célibataire comprend les pères de famille. En fait, il comprend tout, juge tout avec lucidité. Scènes de mœurs, portraits, tableaux de teint, réflexions morales composent un des maîtres livres de la littérature universelle. Les notes de ma cabane de moine, rédigées plus d'un siècle avant les heures oisives, célèbrent la liberté de l'existence érémétique. Et voilà. Alors voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Je vais poursuivre, je vais fermer mon ordinateur. Ce que vous avez entendu au tout début, vous avez compris que c'était un carton. Aujourd'hui, je travaille sur la section qui est derrière, qui va subir une sacrée cure d'amaigrissement. C'est la section chrétienne. J'ai eu une période où j'ai lu beaucoup d'auteurs chrétiens. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être au-delà de la foi maintenant. J'ai l'impression... j'ai connu la foi, j'ai connu l'athéisme, et en fait, maintenant, je connais une sorte de bienheureuse indifférence concernant les choses métaphysiques. Ce qui faisait dire à Fabienne que j'étais même rendu au-delà de Dieu ce matin. Sans doute exagéré, mais bon. Et elle disait aussi que j'étais croyant avec un croyant, j'étais athée avec un athée, j'étais agnostique avec un agnostique, que je retournais ma bure selon les personnes. Mais au fond, c'est comme si la question de la foi, ce qui m'importe, c'est le ici et maintenant, peut-être. Peut-être parce que je suis heureux aussi, c'est pas? Alors, je suis heureux avec raison. Je suis avec Fabienne. Fabienne que j'attends depuis l'âge de 12 ans. Vous savez? On peut attendre quelqu'un. Hein? Si on attend personne, il n'y a personne qui vient. Mais je l'ai attendu pendant 41 ans. Et elle est venue. Elle est apparue. Et elle est encore mieux que dans mes espérances les plus déraisonnables. Alors voilà, je poursuis. Alors, je vais faire la section chrétienne, qui va sans doute subir une purge assez sévère. Mais enfin, il y en a que je vais rapporter à la librairie, il y en a que je sais que je ne peux pas revendre, alors ils subiront ces ouvrages-là une purge lalondienne. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ma deuxième chaîne, où j'ai quelques dizaines d'abonnés. Je vous invite à aller vous balader sur ma page Facebook. Et je vous invite également à me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et début octobre, mi-octobre, une autre sur la rue Bélanger, le 2319 Bélanger, dans le quartier Villeray à Montréal, à 9 minutes à pied du cinéma Beaubien. Ça, je pense que je vais le répéter souvent, parce que 9 minutes à pied, vérifier, montre en main, c'est important parce que sur la rue Bélanger, il y a des drôles de commerce. Il y a même une boutique où on est spécialisé en lézards. Vous vous rendez compte? On vend des lézards, on vend des araignées, on vend des tarentules. Et on vend de la nourriture pour nourrir ces charmantes bestioles. Alors, peut-être je vais le dire. À 3 minutes à pied de la boutique où on vend des lézards. Ça frappe l'imaginaire. Vous venez peut-être par avoir le sens du marketing à la fin. Ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. C'est pas grave. On a toujours des choses à apprendre. Merci, bonne journée à tous. Portez-vous bien.